Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Vers l'avenir, le balado du CNJ. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Marie Houzeau et Sarah Tessier. Allô, bonjour. Allô? Comment ça va ce matin? Ça va bien pour ma part. Très bien, Oui. beau soleil, on est contente d'être là. Super. Fait que, écoutez, j'étais aussi évidemment avec mon collègue de tous les jours, Alexandre. Allô, Alex? Allô, merci de pas m'oublier. Ben non. Je vais commencer, considérant la teneur de notre sujet aujourd'hui. J'aimerais ça avoir votre pronom, s'il vous plaît, Marie et Sarah. Moi, c'est elle. La même chose pour moi. Parfait. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, qu'on apprenne à vous connaître? On est habitué quand même, c'est un peu ça qu'on fait au gris à chaque fois qu'on fait une intervention. Mais je peux commencer. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, bientôt 22. Puis je m'implique au sein du gris depuis que j'ai 18 ans. Fait que quand j'ai eu l'âge pour m'impliquer, bien, je l'ai fait aussitôt. Je suis une femme lesbienne, puis j'ai fait mon coming out en tant que lesbienne quand j'avais 17-18 ans. Puis avant ça, j'avais fait un coming out en tant que bisexuelle. Puis sinon, ben là, j'étais à l'université. J'ai étudié en ressources humaines à HEC Montréal. Je suis très impliquée dans ma vie étudiante, beaucoup de compétitions académiques. Aussi en tant que sportive aussi, je fais plusieurs sports différents. Je coach de ski alpin. Fait que c'est pas mal ça, là. J'imagine la vie typique d'une fille de 21 ans. Wow! Moi, je vous dirai pas mon âge, donc je m'appelle Marie Houzeau, je suis directrice générale du GRI Montréal depuis 18 ans déjà. Je suis belge d'origine, ça fait 23 ans que je vis à Montréal. Puis j'ai rencontré le GRI, moi, comme Sarah, comme bénévole dans un premier temps. J'ai rejoint les rangs des bénévoles en 2003. Et puis, bon, d'une chose à l'autre, j'ai fini par en prendre la direction en 2005. Puis voilà, depuis, le GRI fait partie de mon quotidien. Oh, super, merci beaucoup. Petite question, en fait. Juste pour préciser, peut-être pourquoi que Robin vous a demandé votre pronom, en fait. Est-ce que ça le... Pour certains, j'imagine, ça a une certaine signification, mais il y a sûrement d'autres personnes qui ne savent pas pourquoi qu'on vous a demandé ça. Est-ce que vous pouvez nous mentionner, en fait, la raison ou ce qui justifie la question un peu, là? En fait, c'est ce qu'on appelle du langage inclusif, donc pour être sûr de s'assurer de s'adresser aux personnes en fonction de leur identité et donc pas de pas commettre d'impair. Donc, il y a des choses qu'on peut pas savoir juste en regardant les gens, puis la façon la plus simple d'être au diapason avec ces personnes-là, c'est de leur poser des questions. Donc, justement, demander le pronom, mais on s'assure à ce moment-là qu'on va s'adresser aux personnes d'une façon qui correspond à leur identité de genre. Oui. Donc, c'est toujours une marque de respect au niveau de l'inclusion. Oui. Ça peut être perçu des fois comme, voyons, je ne demanderai pas ça, ça va l'insulter, mais au contraire, je pense que c'est bien plus une marque de respect. Puis mettons qu'on fait un impair en cours de route. Mettons que mon pronom, c'est Yel, puis il y a un impair qui est fait. Comment est-ce qu'on réagit? Je trouve que les gens, parfois, ils ont peur d'avoir peur. Justement, ils ont peur de frapper quelqu'un ou comme, de venir un peu comme l'insulter, entre guillemets. Mais pour ma part, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait d'autres pronoms qui a été insulté lorsque je me suis trompée. Au contraire, lorsqu'on reconnaît notre erreur, « Ah, je suis désolée, je recommence », puis on n'en fait pas trop un gros cas, puis on continue, puis on se corrige. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on avance en tant que société. On s'est tout le temps trompé. Tout le monde peut se tromper dans des sphères quelconques. Alors, c'est l'apprentissage commun collectif qui est important, et moi, je pense à ce moment-là. Moi, tout à fait d'accord avec Sarah. Puis, comme tu dis très bien, l'important, c'est qu'on s'excuse et on passe à autre chose et on n'en fait pas tout un plat pour finir par demander à la personne de nous rassurer et renverser les rôles. Là. Donc, non. OK, exact. Merci. Est-ce que on a passé un peu... on est allé directement dans le vif du sujet, mais vous avez mentionné le GRI Montréal tantôt. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisme GRI Montréal? Ben oui, il faudrait commencer par le début, c'est sûr. Donc, le GRI, donc, ça veut dire Groupe de recherche et d'intervention sociale. Donc, on a deux volets principaux. Là. Le volet intervention sociale, c'est ce qu'on fait dans les classes. Puis, je vais peut-être passer la parole à Sarah dans une seconde pour expliquer ce que c'est exactement, parce qu'elle y est régulièrement. Et le volet recherche, dans le fond, pour nous, c'est ce qui nous permet de faire de l'évaluation d'impact, d'être sûr que les actions qu'on mène dans les classes ont un impact positif sur les jeunes qu'on rencontre. Donc, depuis l'existence du GRI, en fait, on fait de la recherche communautaire et ça a toutes sortes d'implications, puis ça nous donne énormément d'informations sur, justement, le niveau de confort des jeunes vis-à-vis de la diversité sexuelle,
dans les classes. Parce que, en fait, c'est ça le GRI. Hein? C'est un organisme communautaire dont la mission principale, c'est la démystification de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, principalement dans les écoles, mais aussi dans tous les milieux de vie, dans les milieux où on nous appelle, dans le fond, donc milieu de travail, résidence pour aînés, maison de jeunes, on est un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe dans les classes? Ben ça, je vais laisser ça. C'est ça. Concrètement, en fait, ben c'est super bien fait. Là, le GRI, ils ont un beau site web où on peut mettre toutes nos disponibilités. C'est super simple et accessible aussi comme plateforme en tant que bénévole. Une fois que je suis attitrée, dans le fond, à une intervention, à une école, ben là, je me pointe là, puis là, on rencontre souvent les professeurs ou les personnes qui sont en charge. Les jeunes, ils remplissent un questionnaire, en fait, avant l'intervention avec des questions du genre « Comment est-ce que tu réagirais si ta sœur te disait qu'elle était lesbienne? » Puis là, de à l'aise à très mal à l'aise. Doivent remplir ces questions-là avant même de nous voir pour pas comme biaiser un peu les perceptions parce que parfois tu peux aller voir quelqu'un qui te confronte un peu et dire « Ah, tu sais, finalement, je suis pas sûre de ma réponse. » Il faut pas biaiser les réponses des gens. Puis après, on rentre en classe, tout le temps 2 intervenants, intervenantes. Alors, on essaie d'avoir comme des différentes un peu réalités aussi. Fait que parfois, des personnes qui s'identifient comme femmes ou d'autres comme hommes, lesbiennes, gays, des choses comme ça. Puis, on va se présenter et ensuite, on va aussi présenter le GRI. Et la période au complet est réservée aux questions des jeunes. Fait que n'importe quelle question qu'il va y avoir, il n'y a aucune question qui est taboue. Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va vraiment être avec l'énergie de la classe. Parfois, j'étais en classe, là, puis c'était du silence là, pendant 5 minutes. Mais on accepte le silence. On avance, on y va. Puis le but, c'est vraiment pas que ce soit les questions du prof, ce soit les questions des jeunes. Alors, on va répondre à toutes les questions, puis aussi des 2 perspectives, les 2 personnes qui sont en l'avant. Puis à la fin, la rencontre d'intervention, ils vont remplir à nouveau le questionnaire pour voir si la perception a changé. Puis on leur demande souvent d'écrire des commentaires. Parce que vu qu'on est des bénévoles, ben, c'est un peu comme notre paye les commentaires. Fait que c'est ça. Puis ben, il y a plein d'études là, qui ont été publiées par le GRI qui prouvent en fait l'efficacité des interventions. Fait que c'est super encourageant. Puis, voilà. Les interventions, en fait, vous les faites sur quel niveau? Primaire, secondaire, cégep? Oui, on commence au 3e cycle du primaire, en fait. Donc, 3e cycle du primaire jusqu'à l'université. Okay. C'est sûr qu'au niveau statistique, là, le plus grand nombre, c'est au secondaire. Mais il y a eu une croissance vraiment exponentielle au primaire dans les 5-6 dernières années. Vraiment, on en fait de plus en plus au primaire. Parce que si je peux ajouter, dans le fond, les questions, ils viennent du public, ben, des jeunes. Alors, ça va vraiment aller avec leur niveau à eux. J'étais allée dans des écoles où c'était des questions super profondes, vraiment recherchées, des jeunes de secondaire 5 qui avaient des questionnements. Puis en 6e année, parfois, c'est beaucoup plus comme « Ah ben, ça, tes parents. » Puis c'est plus des choses un peu, ben, pas légères, pas que ces questions-là sont légères, mais c'est plus à leur niveau à eux. Puis on adapte nos réponses pour eux à l'auditoire, en fait. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est une formule qui peut être adaptée à n'importe quelle forme d'auditoire. C'est le fun. Puis j'imagine que c'est sous témoignage aussi, parce que tous les bénévoles sont-ils forcément issus de la communauté? Oui. Donc, il peut y avoir aussi des beaux partages selon si les personnes sont à l'aise aussi, j'imagine. En fait, c'est basé complètement sur ça. Là. Pour devenir intervenante au GRI Montréal, il y a une formation. 2 ou 3 jours? Oui, 2 jours. 2 jours quand même. C'est une formation qu'il faut passer là, pour pouvoir devenir bénévole intervenant. Okay. Alors, on est comme formé pour répondre avec nos témoignages, venir un peu chercher dans nos émotions. Le but, c'est un peu de dire lorsque tu connais quelqu'un de la diversité sexuelle, tu es un peu plus enclin à respecter puis à comprendre puis à vouloir comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on pige beaucoup dans nos témoignages. Ben justement, là, c'est seulement ça, là, comment mes parents ont réagi, comment moi j'ai appris. Fait que c'est ça. Tout à fait. Ben, je vais juste ajouter que c'est vraiment dépasser une présentation théorique. Là. On n'est pas du tout dans ça. C'est vraiment toucher les gens, mettre des modèles positifs, dans le fond, à partir des vécus des intervenants, des intervenantes. Ouais. Y a-t-il des jeunes qui se sentent interpellés? Moi, ça me questionne. Je m'imagine remonter en arrière puis avoir eu la chance d'avoir des témoignages comme ça. Peut-être que j'aurais été porté à, mettons, faire mon coming out plus tôt ou à me livrer sur ces sujets-là plus tôt. Y a-t-il des gens, justement, des jeunes qui viennent voir et qui disent « Hey, tu m'as permis de me rendre compte que j'avais peut-être une attirance pour l'autre, pour le même sexe, ou bien que j'avais peut-être des questionnements. » Ça arrive-tu, ça? Oui, bien ça arrive de 2 façons. Sarah, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé pendant...
J'ai mon expérience à moi personnelle, mais je vais te laisser aller. Ça. Donc, soit ils vont mettre des commentaires dans le questionnaire dont Sarah parlait tout à l'heure. Donc là, on a toutes sortes de commentaires. Des personnes qui disent « Ah, merci, vous m'avez permis de prendre conscience d'eux » ou bien « Ah, merci, vous m'avez donné le courage d'aller faire mon coming out à mes parents », ce genre de commentaires-là. Sinon, il y en a des fois qui vont mettre un petit peu plus longtemps à ranger leur sac d'école. C'est être sûr que tout le monde a quitté la classe pour être la dernière personne à être dans la classe, puis venir parler aux intervenants, aux intervenantes, puis peut-être leur poser des questions un peu plus personnelles ou leur parler de leur réalité. Et finalement, ça arrive aussi qu'il y ait vraiment des coming out en classe. Et là, ça, c'est quand même toujours un peu spécial parce que tu dis, oh, OK, comment ça va réagir? Mais souvent, en tout cas de mon expérience, quand il y a des coming out en classe, c'est aussi parce que l'intervention a permis à la personne qui est prête de se rendre compte que, OK, les questions sont posées quand même avec respect, les réponses ont l'air de susciter une certaine forme d'approbation autour, donc, OK, j'y vais. T'sais. Et donc, moi, j'ai déjà vu des coming out qui se font en classe, puis ça applaudit après. Oh, wow. Ça, c'est les belles histoires. Il y en a d'autres moins belles, mais ça, c'est belles histoires. Ouais. Personnellement, je n'ai jamais vécu de coming out en classe encore. C'est sûr, les gens qui restent à la fin pour te dire des commentaires et tout, c'est tout le temps apprécié. Mais moi, personnellement, quand j'ai vécu l'intervention du grid à mon école, quand j'étais en secondaire 4, j'ai pas fait de coming out, j'ai pas dit de questions, je peux aller voir l'intervenant par la suite, mais ça a eu un impact beaucoup plus au long terme dans ma vie. Puis quand que j'ai fait mon coming out, la première chose que je voulais faire, c'est redonner au gris. Des fois, je pense qu'on n'a pas tout le temps la vision complète de l'impact qu'on peut avoir sur la vie de tout le monde qui est dans la classe. Parfois, c'est des gens qui, des années plus tard, vont dire « Cette intervention-là, finalement, c'est venu creuser quelque chose en moi, puis c'est des années plus tard que j'ai pu réaliser. » Moi, c'est ça que ça l'a fait pour moi, le GRI Montréal. Puis c'est pour ça que je me sens autant attachée puis loyale, en fait, à cette organisation-là. On est chance. Ça met des graines, en fait, je pense. Puis ça peut germer, ça peut prendre du temps, mais vous touchez le cœur de ces jeunes-là. Là, ça, c'est je pense que oui. Puis effectivement, comme tu dis, sur le long terme, Sarah, parce que moi, j'ai des intervenants, des intervenantes qui me disent hey, j'étais dans le métro, puis là, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit hey, salut, t'appelles Robert, t'es venu dans ma classe il y a 5 ans. Oh, OK, c'est comme... Et tu te souviens comment je m'appelle? Oh, d'accord. Fait que c'est vraiment... Ça, pour certaines d'entre eux, ça les marque profondément. Est-ce que ça pourrait vous arriver, admettons justement, après une intervention, il y a un jeune qui décide de faire son coming out justement à ses parents? Puis là, je sais pas si c'est dans vos mandats, mais si vous faites des interventions, à la limite, ça s'est mal passé dans le milieu de la famille, est-ce que vous en faites des interventions ou c'est peut-être plus un autre organisme là, qui s'occupe de ça? Oui, nous, on ne fait pas d'intervention individuelle. On est vraiment dans l'intervention de groupe, mais on fait de la référence, par exemple. Donc, on a régulièrement des personnes qui vont contacter le GRI, que ce soit avant que ça se passe ou après, pour avoir de l'accompagnement. Et nous, on va les référer aux bons organismes, que ce soit Interligne, que ce soit les organismes jeunesse, comme Alter Hero, Projet 10, Jeunesse Lambda. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait quand ils nous contactent, mais les intervenants, les intervenantes, à la fin des interventions, des ateliers, ils laissent aussi ces coordonnées-là aux jeunes pour pouvoir poursuivre, s'ils en ont besoin, la conversation sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a, parce que nous, on dessert au niveau du syndicat du SFPQ, on dessert quand même plusieurs régions du Québec. Là, c'est sûr qu'on est à Montréal aujourd'hui pour l'enregistrement, on vous accueille. Mais est-ce que, mettons, un jeune qui vivrait, je sais pas moi, en Beauce, un jeune qui vivrait à Québec ou peu importe, est-ce que il peut quand même vous écrire, vous pouvez le référer? Comment ça fonctionne? Comment ça rayonne, en fait, cet organisme-là à travers le Québec? Ben oui, en fait, il y a 5 GRI au Québec. Donc, il y a GRI Montréal, GRI Québec, Mauricie Centre du Québec, Estrie et Chaudière-Appalaches. Et il y en a même en Acadie maintenant. OK. Ouais. Wow. Donc, on dépasse. Il y en a même en Belgique francophone aussi. Mais là, c'est un peu loin. J'espère qu'ils vont contacter directement leur organisme. Mais donc, oui, il y a des services qui sont dans ces 5 régions-là. Et puis, c'est sûr que, tu sais, peut-être des fois, comme GRI Montréal est peut-être le plus gros, le plus ancien, on reçoit des demandes de gens qui viennent d'un peu partout, puis là, on les réfère à leur GRI plus local. Puis nous, on a un projet aussi en parallèle qui s'appelle le GRI par en tournée. Okay. Et dont, justement, l'objectif, c'est de desservir les régions où il n'y a pas de GRI ou un autre organisme qui ferait de la sensibilisation un peu comme nous, on le fait. Donc, ça nous permet quand même d'offrir
la possibilité aux intervenants scolaires qui voudraient avoir ce type d'atelier dans leur classe de le faire. Donc là, on a des bénévoles qui sont partis récemment en Gaspésie. On est en train d'organiser des interventions pour le Bas-Saint-Laurent, même aller dans le nord de l'Ontario, dans l'Ontario francophone. Fait que là, on a des petites caravanes de bénévoles là, qui se promènent un peu partout là où les besoins se font sentir, en fait. Wow. C'est le fun, c'est bon à savoir. Je pense que ça peut peut-être allumer des petites lumières chez des auditeurs qui pourraient nous écouter, là, pour eux, pour leurs enfants ou leur entourage. Là. C'est le fun de voir. Ça sera avec plaisir, oui. C'est super. Puis je me demandais, dans les écoles, ben c'est sûr qu'il y a des écoles où il y a aussi des gens qui sont issus là, de communautés diversifiées, des nouveaux Québécois qui arrivent sur le territoire. Est-ce que vous sentez qu'il y a une manière différente aussi de sensibiliser les nouveaux arrivants qui peuvent avoir un bagage différent de nous? On le sait, on parlait même tantôt dans le corridor, on disait qu'en France, entre autres, ça fait pas si longtemps que le mariage gay a été approuvé. On sait qu'au Québec, ça fait quand même un petit peu plus longtemps. Donc, il y a peut-être même des pays qui sont pas encore, évidemment, là, que c'est pas encore légal, que c'est même criminel. Donc, comment on deal avec ça? Dans mes 3 dernières interventions, en fait, j'étais dans une école. La première fois que j'étais allée à cette école-là, super diversifiée. Là. Moi, j'ai une secondaire, c'est très uniforme, une sorte de personne. Alors, rentrer en secondaire-là, c'était comme très confrontant. Je disais, wow, OK, beaucoup de réalités différentes. Là. Beaucoup de réalités, beaucoup d'immigrants de première génération. Puis on était dans le cours de CR. Le professeur, avant de rentrer, il nous avait dit, là, tu sais, c'est quand même c'est une bonne classe, préparez-vous. Et comme de fait, c'était une de mes interventions les plus difficiles pour moi émotionnellement parce que c'était c'est confrontant quand même de se faire poser des questions puis de devoir piger un peu dans nos émotions à nous. Je veux pas, j'ai 21 ans, avec moi ça fait pas comme plein d'années, oui, je suis assumée et tout, mais des fois, il y a des choses qui peuvent quand même venir un peu me piquer. Puis là, c'est se dire, OK, non, on est là pour une raison d'apprentissage, c'est pas personnel, ces gens-là me connaissent pas, à la fin de la journée. Mais c'était super difficile parce que même juste au sein de la classe, il y avait des réalités et des croyances très différentes. Alors même le prof, il nous disait c'était super difficile pour lui de faire son cours parce qu'il y avait, mettons, pendant le cours, des interventions, même non, mais oui, mais non, mais oui. Fait que là, bref, ça a été un peu d'y aller en mode respect. Moi, je respecte toi, mais moi, tout ce que je demande, c'est du respect, en fait. Je demande pas que demain, toi, tu deviennes lesbienne. C'est vraiment pas ça. Là. Ce que je demande, c'est ou que tu t'avoues ton homosexualité davantage. C'est ce qu'on demande, c'est plus du respect. Puis, où que moi, je vois la différence, en fait, c'est quand on demande à ces jeunes-là, issus de plein de religions différentes, les profs leur demandent, si toi, par exemple, tu étais gay, qu'est-ce que tes parents feraient? Là, ils disent, mes parents, ils me mettraient dehors, c'est sûr. OK. Si tes enfants à toi étaient gays, qu'est-ce que toi, tu ferais? Ah ben là, tu sais, OK, ouais, ben peut-être que... Elle est là, la différence. C'est vraiment sur le long terme, mais c'est quand même, moi, je trouve un peu d'espoir, puis c'est positif tout de même. Oui, puis je pense que, comme dit Sarah, tu sais, la question d'être ensemble, puis de discuter des sujets, c'est ça qui est important, puis... Tu sais, nous, on va en classe en expliquant aux gens, vous fiez pas à ce que vous entendez, vous fiez pas aux préjugés. Ce n'est pas un reflet de la réalité des personnes, de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres. Fait qu'on n'est pas nous pour aller en classe puis avoir nous-mêmes des préjugés sur d'autres formes de diversité. Tu sais. On y va avec ouverture et on peut pas tirer des conclusions en fonction de d'où la personne vient ou même de quelle religion elle pratique. Tu sais. Il y a des personnes qui sont ouvertes et il y a des personnes qui sont fermées dans tous les milieux, dans toutes les familles, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Il y a aussi des personnes, on dit toujours, mais tu sais, si tu viens d'un pays où c'est pas accepté, ça va peut-être être plus difficile. Ben oui, mais on sait pas. Si ça se trouve, la personne, elle a quitté ce pays-là exactement pour ça. Tu sais. Donc, c'est pas forcément qu'elle vient avec une vision qui est négative par rapport à la diversité sexuelle. Et au contraire, tu as des Québécois, la fameuse expression qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais de souche, en tout cas, pur laine, c'est ça, qui sont là depuis des générations, puis ils sont complètement homophobes et transphobes. Hein, ça, je veux dire, le Québec n'a pas le monopole de l'ouverture à l'autre. Là, donc, restons humbles, puis soyons ouverts et discutons. Je pense que le secret, il est là. Oui, définitivement. Puis au GRI, on est super chanceux d'avoir des intervenants, intervenantes
issus de plein de milieux différents, qui viennent de partout à travers le monde, qui pratiquent toutes les religions, plein de religions différentes, puis qui pratiquent encore, là. Fait que c'est super encourageant, en fait, lorsque ces intervenants-là peuvent aller dans ces classes-là précises. Là, ça tombait que non, cette fois-là, je pratique aucune religion, mais ça aurait été vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui dit « Ah ben moi, par exemple, je suis X, Y, Z et je suis aussi homosexuel. » Et là, c'est vraiment, il y a un grand apprentissage de pouvoir montrer que tout peut exister, en fait, puis que tout est possible. Puis qu'à Montréal, on est chanceux d'avoir des églises, par exemple, ou des endroits religieux qui peuvent accepter toutes ces formes de pluralité-là. Alors, voilà. Vraiment. Mais t'avais quelque chose, Alexandre? Mais en fait, je me posais comme question, en fait, est-ce que c'est plus difficile... parce que j'ai compris tantôt, vous allez aussi, je crois, dans les maisons de retraite, ou est-ce que c'est plus difficile de faire des interventions, justement, dans des maisons de retraite où, veut pas, ces personnes ont vécu avec une certaine pensée dans la tête, versus une école secondaire où eux sont frais, mais qui peuvent quand même avoir l'arrière-pensée des parents et de la famille derrière eux? Je pense que les deux, c'est très différent. Des fois, déjà aller dans des maisons de personnes âgées, puis les personnes disent « Ah, moi, ma fille est lesbienne. » Puis comme, OK, les réalités sont vraiment différentes. Parfois, tu vas dans les secondaires, puis c'est très, très, très fermé. Puis ma mère, elle a dit ça, alors c'est ça. Fait que c'est très différent. Là. Moi, je pense que, je sais pas, je pourrais pas répondre s'il y en a un plus difficile que l'autre. Au contraire, puis on n'est jamais là pour convaincre non plus. T'sais, on n'est jamais là pour convaincre puis sortir de là puis dire « Ah, je l'ai eu ». C'est plus pour, faire une fois, semer des graines puis un jour pouvoir tout cueillir ça, là, je pense. Oui, tout à fait. Puis c'est amusant que tu poses cette question-là parce que moi, par rapport aux résidences, là, quand on a commencé ce projet-là, ça fait quand même maintenant au moins 7-8 ans, je dirais, là. Moi-même, j'avais des préjugés, tu sais. Je me dis, oh là là, ça va être compliqué. C'est des personnes qui ont vécu avant la Révolution tranquille, tu sais, qui ont été marquées par la religion. Tu sais, je dis, ben, il faut y aller parce que, tu sais, c'est important, mais ça va pas être un projet facile. Et en fait, ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est que le problème, souvent, c'est pas les résidents. Le problème, c'est d'avoir accès aux résidences. Donc, là où on a eu le plus de réticence, c'est quand on faisait du démarchage pour dire, bon, ben voilà, nous, on offre ce projet-là. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir les intervenants du GRI? Et on recevait souvent des réponses négatives de la part des directions, avec des réponses aussi aberrantes, que, ben non, il n'y en a pas chez nous. Ben non, c'était une résidence de 600 personnes, puis il n'y en a pas chez vous. Ben oui, c'est sûr. En tout cas, bon, non, je peux pas. Moi, je me souviens d'une conversation avec un directeur de résidence qui me disait « Ah non, là, moi, si vous connaissez pas ma clientèle, si j'offre ça, c'est sûr qu'ils vont m'en vouloir. » Et il continuait ce discours-là. Je dis « Non, en fait, c'est toi qui veux pas. » C'est toi qui l'entretiens. Exactement. Parce qu'une fois qu'on est là, moi, j'ai eu des conversations extraordinaires dans des résidences, dans les HLM ou dans des milieux de vie pour aînés, d'une bienveillance, d'une profondeur, d'un accueil vraiment extraordinaire. Puis j'ai dit, bon, ben, tu sais, il n'est jamais trop tard pour travailler sur ses propres préjugés. Là, je parle des miens, pas des leurs. Fait que moi, personnellement, ça a été parmi mes plus belles interventions dans ma longue carrière d'intervention. Ouais. Si je m'adresse à vous deux, moi, j'aime ça, les faits saillants puis les anecdotes croustillantes. J'aime bien ça, crunchy en bon français. Mais c'est quoi la réaction la plus surprenante, que ce soit positivement ou négativement, que vous ayez eu d'un individu lors d'une de vos ateliers de sensibilisation? Mais, ma plus récente, en fait, là, c'était... Malheureusement, je vais dire un positif et un négatif, parce que là, je ne veux pas finir juste sur une note négative. J'ai un jeune qui s'est levé en classe, puis qui m'a dit, you're going to hell. Puis il a quitté la classe. Puis je pensais pas que ça allait m'affecter autant. J'aurais pas pensé que j'aurais appelé ma mère après, puis dit, mère, c'est ça qui est arrivé, ça. Puis ma pauvre petite mère,
On l'a un peu comme essayé de le virer en genre de joke pour essayer de pouvoir surmonter ça. Puis ben là, je viendrai avec toi. Puis j'étais comme, OK. Puis tu sais, après, j'en ai même parlé à mes amis. J'étais comme, wow, la gang. Puis vous pensez qu'il n'y a plus d'homophobie. Puis vous pensez que c'est pas nécessaire ce que le gris fait. Mais pourtant, moi, je me suis mis out there. Je pense que je fais quelque chose de bien. Puis là, j'ai cette réaction-là. Puis c'est vraiment venu me toucher. Puis au contraire, motiver à en faire plus. Parce que je me suis dit, ben, s'il y a un jeune comme ça dans une classe, il y a d'autres jeunes comme ça dans d'autres classes. Puis en espérant que lui, ben, des fois, c'est qu'on vient toucher à des cordes très, très, très sensibles. Puis là, je veux encore une fois pas dire rien que je ne sais pas, mais qui sait, lui, sa vie, puis son vécu, puis plus tard, là, qui sait pourquoi c'est venu le chercher autant, qu'il avait besoin de faire ça. Alors, je me dis, c'est peut-être vraiment très nécessaire. Là. Puis sinon, une autre... une belle anecdote, je coach aussi le flag football au secondaire, puis ça le finissait que j'allais dans un secondaire, que j'ai déjà coaché une game contre leur équipe, bref, puis il y a une fille qui est restée à la fin, puis dans ce temps-là, je sortais avec mon ex, puis elle était venue me voir à la fin, puis elle a dit « Je me rappelle la game que tu étais venue ici, je t'ai vue avec ta blonde, puis juste te dire que j'avais jamais vu 2 filles lesbiennes qui jouaient au football, puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. » Puis comment pas? Là, on peut pas donner ami avec ces jeunes-là, puis on peut pas... Même si moi, j'ai pas une grosse écart d'âge, t'aurais juste le goût de dire « On va-tu prendre un café? » Comme, je voudrais juste tout te dire les belles choses, puis qu'est-ce que tu sais pas que j'aimerais tant que tu saches que ça va tellement être une belle vie, là. Mais c'est juste comme un gros câlin, puis écoute, merci tellement. Fait que ça, c'est des belles choses aussi. Puis je pense que tous ces moments-là, ils viennent un peu contrebalancer les petits moments comme ça qui peuvent faire être plus négatifs, là. Ben oui, tout à fait. Ben, je peux prendre un exemple justement chez les aînés, puisqu'on en parlait. J'étais dans un HLM, puis on était pas tant, là, c'est peut-être une douzaine, autour d'une table, puis on discutait, puis je parlais de mon expérience, puis mon co-intervenant aussi, puis à un moment donné, il y a une dame qui dit, elle met sa main sur mon bras, puis elle me dit, mais tu sais, moi, j'en ai marié un homosexuel. Là, je me dis, oh my God, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Puis elle me dit, mais c'est sûr qu'on s'est séparés, mais c'est resté le père de mes enfants, puis c'est resté mon ami, puis bon, maintenant, il est décédé, mais quand même, tu sais, ça a été une expérience, tout ça. Puis à côté d'elle, il y a une dame qui la regarde et qui dit, moi aussi, j'en ai marié un homosexuel. Ces personnes-là, elles vivaient, tu sais, dans le même HLM, proches, elles se connaissent, mais elles n'avaient jamais eu une opportunité de partager cette partie-là de leur vécu. Puis là, moi, je les ai perdues pour le reste de l'intervention. Elles discutaient entre elles, puis en plus, c'était une intervention multilingue. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient espagnol. Et ces 2 personnes-là sont parties, ils ont commencé à se parler en espagnol, puis à se raconter leur vie. Puis instantanément, ça a créé un lien entre ces personnes-là qui vivaient de l'isolement par rapport à leur vie, par rapport à leur réalité. Et simplement d'avoir ouvert le dialogue, d'avoir mis le sujet sur la table, bien, ça a permis de briser ça. Fait que là, tu te dis, tu sais, ça n'a rien à voir avec moi, dans le fond, mais juste notre présence a fait quelque chose de pas pire. Puis avec les aînés, ça me fait penser peut-être plus personnellement, c'était pas dans le cours d'une intervention, mais ma grand-mère, avant de décéder, ben je m'étais comme, en vrai, j'avais comme une mission. Je dis, ben il faudrait bien que je dise, tu sais, comment elle allait décéder, elle allait mourir, là, puis là, je me disais, est-ce que je ternis ses dernières semaines de vie, ou est-ce que j'ai dit, je suis qui pour qu'elle meure en sachant qui était réellement sa petite fille, puis maintenant, je devais la chercher pour aller la porter à l'hôpital. Puis je dis, tu sais, grand-maman, est-ce que tu sais c'est quoi, mettons, 2 filles qui s'aiment ou 2 gars qui s'aiment? Là, ma grand-mère, oui, il me semble que j'ai déjà vu ça. Puis là, je commençais à y parler un peu, je faisais un peu d'Alzheimer. Puis là, elle me dit, mais tu sais, moi, ma meilleure amie était lesbienne. Puis là, on a parlé longtemps et tout. Puis là, j'ai fini par y avouer. Mais tout pour dire que parfois, ça peut vraiment venir te réconcilier avec une partie de toi, de genre des discussions comme ça avec les aînés, qu'on a beaucoup de préjugés, de se dire, OK, ben finalement, c'est comme si qu'une petite partie de mon cœur, il y a un petit plaster dessus, puis ça le fait vraiment du bien. Puis je pense que faire des interventions comme ça avec les aînés, ben ça vient un peu nous heal de choses, comme de trauma du passé qu'on se fait dire, mais non, c'est comme ça. Mais finalement, tu vas là, puis tu réalises que ben c'est peut-être pas tant comme ça. Puis ça fait vraiment... Ben nous, on a le privilège de pouvoir le voir en live, là. Mais voilà. C'est beau. Ça me fait penser, tu parles de ta grand-mère. Moi, tu sais, quand je me suis avoué, je n'osais pas le dire à ma grand-mère parce que je suis fils unique, puis toutes mes oncles et tantes, soit ils peuvent pas avoir d'enfants, soit ils sont plus là. Fait que je suis comme vraiment le dernier survivor de la lignée des Guméry, tu sais, puis ma grand-mère, je n'osais pas y dire, puis j'étais là, tu sais, moi, je sais pas si j'en veux des enfants pour l'instant, puis peu importe. Puis j'ai amené, quand j'y ai dit, tu sais...
la lignée, elle va peut-être s'éteindre avec moi, tu sais. Puis là, je pleurais, puis j'étais... Elle dit, elle me regarde, puis elle dit, si la lignée s'éteint avec toi, elle dit, on aura tout gagné. J'étais, tu sais, ça m'a comme... Mais oui, tu sais, le soulagement, là, de... Ouais. Puis je me dis, il doit tellement y en avoir des jeunes qui vivent ça, là, tu sais, des enfants uniques ou même des plus petites familles, tu sais, puis... Encore une fois, c'est cette pensée-là au sein de toi, c'est comme plein de préjugés que, en tant qu'homosexuel, peut-être je peux pas avoir d'enfant, ou est-ce que je devrais en avoir, ou est-ce que je peux? Puis c'est comme plein de c'est ça, moi aussi, ma mère, mais t'auras pas d'enfant. Je me dis, là, c'est pas ça qu'on parle. On n'est même pas rendu là. J'ai vraiment pas dit ça, j'ai toujours voulu être mère, il y a une manière de le faire. C'est comme aussi de déconstruire ça à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on fait aussi, parce que c'est ça que le gris apporte, c'est de venir, pour les intervenants et intervenantes, venir déconstruire ça au sein de nous. Parce que pendant la formation, on réalise qu'on a plein de préjugés nous-mêmes pour essayer de déconstruire au sein des autres. Puis là, c'est là c'est très confrontant. Puis je me rappelle, je me suis fait des amis en formation, puis on se disait, voyons, on est-tu en thérapie? Voyons, c'est comme... Il me semble que j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui pour quelque chose qui est supposé... Puis c'est parce que ça vient venir te chercher des choses en soi qu'on ne savait pas qu'il existait, des préjugés puis des jugements qu'on a internalisés comme ça au cours des années. Oui, tout à fait. On n'est pas élevé autrement et dans une société parallèle. Donc, tous les messages négatifs, on les entend et on les intériorise. Ça reste pas, justement, tous les commentaires négatifs qu'on peut entendre, ils restent dans notre tête, puis on a toujours une arrière-pensée qu'on le veut, qu'on souhaite là, ou qu'on souhaite pas. Oui, tout à fait. Exactement. Puis un jeune qui, justement, ou même soi-même, c'est quoi le meilleur moyen pour se défaire de nos préjugés? Mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Une bonne manière, moi, je pense, selon moi, la clé, c'est l'éducation. Fait que c'est s'éduquer, puis là, c'est prendre la responsabilité de s'éduquer, nous. Parce qu'à un moment donné, c'est pas la responsabilité à personne de t'éduquer à part à passer le cégep, là, le rendu là, c'est dans tes propres mains. Fait que faire beaucoup de recherches, moi, j'avais comme le désir de comprendre ça vient de où, puis il y a des animaux homosexuels dans la nature, puis OK, si, puis la religion avant ça, puis juste avoir le plus de knowledge possible, parce que quand on a le savoir, puis de l'information, on est capable de se défendre mieux. Lorsqu'on a le pouvoir du vocabulaire, c'est là qu'on est capable d'avoir une conversation, puis de dire, voici comment je me sens, puis qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon, c'est juste une conversation de « je sais pas trop », puis là, ça devient vraiment confrontant. Fait que ça, pour moi, c'était ça, la voie. Oui, puis je pense que c'est important aussi de prendre conscience que toutes ces normes-là, c'est des construits sociaux. C'est des construits sociaux qui sont imposés, tu sais, moi, j'aime bien dire par la tyrannie de la majorité, là. Mais c'est ça. Donc, tu sais, à un moment donné, suivant des époques, suivant les lieux, la majorité décide que la norme, c'est ceci, la norme, c'est cela. Mais ça, c'est fluctuant. Et comme dit Sarah, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres temps, dans d'autres lieux, on se rend compte que ce qui était acceptable était différent et ce qui était inacceptable était différent aussi. Donc, à partir du moment où tout ça est très relatif, il n'y a pas de vérité universelle de dire ça c'est correct et ça c'est pas correct. Donc, je pense que la légitimité, elle vient de là aussi, de dire, mais dans le fond, c'est moi je suis qui je suis, ça n'a pas d'impact négatif sur personne en fait. Je ne brime les droits de personne, je ne brime les conditions de vie de personne. Et au contraire, le travail que j'ai à faire, c'est de pouvoir être qui je suis dans une société qui a décidé de normes qui sont assez étroites. Et à partir de ce moment-là, c'est de déployer ses ailes, puis de dire, OK, mais je suis légitime, en fait, même si je ne rentre pas dans la boîte étroite. Exact. C'est bon. Moi, en tout cas, j'ai pas poussé mes recherches si loin que ça, là, concernant faire des recherches sur les animaux. Non, moi, j'ai vraiment comme... Non, moi, c'est décidé, c'est là que je vais. Je préfère être avec un homme que... Alors, j'ai vraiment pas poussé loin dans mes recherches. Non, moi, c'était tout de suite, mais ça a pris du temps, par contre, là, avant que j'ai attendu après le secondaire là, pour... Mais c'est sûr que ça, moi, tout le monde a une expérience personnelle vraiment différente. Moi, je me regardais dans le miroir puis je me disais, je peux pas être lesbienne, je ressemble pas à ce que je vois sur les médias. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que voilà. C'est pour ça que je faisais comme plein de recherches, plein de tests, plein de pourquoi, de comment.
Fait que, tu sais, puis tout le monde a des expériences vraiment différentes. Fait que Oui. quand on vient... Puis, qu'est-ce qui est super intéressant également, je trouve, c'est que c'est pas tout le temps les parents. Moi, j'ai des parents super ouverts. Jamais que j'ai entendu de commentaires homophobes de personne dans ma famille. Mais pourtant, ça m'a pris autant de temps, puis j'ai eu besoin d'une intervention du gris, puis pour pouvoir déployer mes ailes, justement. Fait que c'est pas tout le temps aussi l'environnement immédiat, comme que parfois, il y a des personnes homosexuelles qui font leur coming out super assumé dans des familles super religieuses, super strictes, puis tu te dis, mais voyons, mais eux autres, il y aurait eu toutes les raisons de ne pas le faire, mais ils l'ont fait. Alors, c'est pour ça que l'environnement, puis les pourquoi, puis tout ce qui entoure, c'est vraiment, c'est unique, puis moi, c'est ça qui me passionne, justement. C'est pour ça que j'aime ça, partager avec les gens du gris. Sur la question de tantôt de Robin, moi, je te suis là, sur l'éducation. Oui. Je pense que c'est une des bonnes solutions. Ouais. Mais personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la discussion. Là, pas. Tu sais, on a nos amis proches, nos meilleurs amis, alors j'en parlais avec eux. Puis là, puis ainsi de suite. Je pense que la discussion aussi, là, en même temps, c'est. Puis en plus, c'est un peu ça que vous faites lors de Absolument. vos interventions. Là. Alors. Moi, ce que je trouve drôle, c'est j'ai des amis, tu sais, qui sont de toutes. De tous les genres, de toutes les communautés. Je côtoie beaucoup de monde, puis moi, je suis très ouvert. Mettons que tu me le demandes, je le dis, puis je suis très à l'aise avec ce que je suis. Puis on dirait que des fois, il y a comme une espèce d'envie parce qu'on est tellement... Quand on finit par l'accepter, puis qu'on finit par être bien, être à l'aise avec ça, mais on est tellement heureux, puis on est bien parce qu'on sait exactement qu'on est sur notre X. On dirait que des fois, il y a comme une espèce d'envie de... Fait que souvent, il y a beaucoup une curiosité aussi, plus que de l'homophobie ou plus que des commentaires haineux. Il y a beaucoup de curiosité. Moi, je le remarque, là, des gens qui sont en couple, mettons, avec une fille, ça fait longtemps, un gars qui va poser plein de questions, il veut s'informer, puis là, « Ah, mais t'es bien chanceux, toi, avec ta gang, tu sais, vous êtes comme tout heureux, vous savez ce que vous aimez vraiment. » Puis je il y a comme une... C'est spécial, ça crée une espèce de safe place aussi, là. Puis je me disais, la communauté LGBTQ... Plus. On peut dire. On dirait que c'est ça que ça vient créer aussi. C'est un havre de paix, des fois, pour ces gens-là, là, de se dire, je sais ce que je suis, je sais qui je suis, j'appartiens à cette communauté qui me soutient. Là. Moi, c'est un peu comme ça, je le vois. Mais... Puis je suis vraiment d'accord avec ça, justement. Pour peut-être apporter un petit bémol qui est important à dire, selon moi, c'est que la communauté LGBT, c'est une communauté hétérogène. Il y a des gens fermés d'esprit au sein de la communauté. J'ai déjà vécu de la discrimination ou des commentaires les plus déplaisants de personnes issues de la diversité sexuelle. Puis parfois, les gens les plus ouverts sont les personnes hétérosexuelles. Ça l'arrive. Fait que comme les communautés marginalisées ou n'importe quelle autre communauté religieuse aussi, c'est très hétérogène. Puis si on est capable de trouver notre gang à nous qui est super ouvert d'esprit, puis qu'on ait vraiment une belle ambiance avec, ben tant mieux. Moi, justement, j'en ai une gang, mais c'est pas juste des personnes issues de la diversité. On est des gens de pluralité vraiment différente. Mais, c'est juste pour ajouter un bémol parce que je veux pas non plus nous mettre tant sur un piédestal qu'on est une communauté super parfaite, tout va tellement bien. Parce que je parle à beaucoup d'hommes gays ou de gens dans mon entourage, je dis, il y a des choses là, qui nous déplaisent aussi parfois. Puis je pense que c'est normal. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Puis il y a aussi, par contre, par rapport à ce que tu disais, Robin, le fait, je crois, que quand quelqu'un assume le fait de ne pas être dans la norme, c'est aussi un grand sentiment de liberté qui est envoyé. Le message que tu envoies aux autres, c'est que ça, c'est possible. Donc, ça arrive que ça suscite une certaine forme d'envie ou de respect, je ne sais pas, chez d'autres personnes qui se disent « Waouh, quand même, il a l'air libre, en fait. » Ça peut apporter ce sentiment-là aussi, c'est sûr. Moi, puis peut-être, contrairement, moi, je pense que j'en parle tellement, j'en parle beaucoup, je fais beaucoup d'implication dans le milieu LGBT. À mon école, des fois, je suis comme presque porte-parole, pourtant que je me considère pas la personne la vraie. Fait que, puis je le prends le rôle parce que j'aime ça. Mais parfois, les réactions que j'ai, c'est des gens très comme « OK, mais t'as-tu fini d'en parler? C'est bon. » Puis même le contraire de tanner. Puis ma mère qui m'a dit « Sarah, ils sont peut-être jaloux de savoir que toi, t'es tellement ouverte, t'es tellement contente. » Puis moi, c'est tellement comme un... Vous comprenez pas le temps que ça m'a pris, puis les larmes que j'ai pleurées. Alors, des fois, c'est ça, il y a des différentes réactions, mais les meilleures, bien sûr, c'est les gens qui sont curieux, qui posent plein de questions, parce que moi, j'ai plein de réponses. Et voilà. Puis, c'est génial. Là,
La question va peut-être s'adresser plus à Marie, là, mais est-ce que tu sais depuis quand Gris existe? Ah ben absolument, je peux même vous donner le jour. Oui? Ah oui? Ben, bien sûr, le 13 septembre 1994. Donc ça, c'est la date d'incorporation du GRI. Après, il y a eu des débuts qui venaient en fait d'un autre organisme. Le GRI est issu de Jeunesse Lambda, qui est un organisme jeunesse. Donc, qui est vraiment un organisme par et pour. Donc, c'était des jeunes... principalement des jeunes gars gays à l'époque, là, à la fin des années 80. Il y avait des groupes de discussion. Et évidemment, ils se rendaient compte que le milieu dans lequel ils souffraient le plus, souvent, ben, c'était l'école. Tu sais, c'était là qu'ils recevaient le plus de rejets ou ils entendaient le plus de commentaires homophobes. Et ils se sont dit, bon, ben, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on aille sensibiliser les écoles. Et ils ont fait une présentation dans un congrès de professeurs du défunt cours de FPS, le cours de formation personnelle et sociale, qu'aucun d'entre vous ici n'a eu. C'est trop jeune. Qui était le cours qui était là avant ECR. OK. Et en leur disant, ben nous, on serait prêts à aller parler à vos jeunes. Et finalement, il y a un prof qui lui-même avait dans sa classe un jeune qui était victime, en fait, d'intimidation et qui lui avait partagé, d'ailleurs, des pensées suicidaires. Il s'est dit, bon, ben moi, je saute sur cette occasion-là. Et il a fait venir 4 jeunes dans sa classe. Et ça a été la première intervention du GRI, en fait. Ils étaient 4. Je pense qu'ils avaient besoin de ce courage-là. Maintenant, à 2, on s'en sort. Ben, le bouche à oreille a fait la suite. En fait, ils ont fait quelques interventions par année, puis 10, puis 20, puis 30. Donc, cette première intervention-là s'est passée en 88. Et donc, dans les 6 prochaines années, jusqu'en 94, ben, ça s'est développé tranquillement jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, ben là, il y a assez de demandes pour que ça devienne vraiment un projet à part entière, un organisme en soi. Et donc là, ils ont créé le GRI, en fait, le groupe de recherche et d'intervention sociale. C'est une énorme organisation. On parlait tantôt de plus de 250 bénévoles. Comment ça vit, le GRI? Comment ça fonctionne? Comment c'est financé? Ah ben ça, ouais, c'est ça. D'abord, ça vit grâce à ces bénévoles, ça c'est sûr et certain. Là, ça vit grâce à cette énergie, à cette générosité-là de nos bénévoles qui se succèdent de génération en génération. Au niveau des finances, c'est sûr que c'est un défi constant parce qu'on est un organisme qui, pour toutes sortes de raisons, est très peu financé à la mission. Donc, on n'a pas beaucoup de financement récurrent de la part des pouvoirs publics. En fait, si on veut donner des chiffres, c'est assez simple. On a un budget maintenant qui s'approche du million et notre subvention récurrente n'est même pas 100 000 $. Donc, tout le reste, il faut aller le chercher chaque année, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fonds publics. Tu sais, on a de la subvention par projet, des fois, mais le gros vient d'autofinancement. Donc, on a des grosses campagnes de financement chaque année, campagne annuelle de financement, avec des objectifs qui varient en fonction de nos besoins, mais entre 350 000 450 000 $. Des activités bénéfices aussi. D'ailleurs, j'envoie un message dans l'univers. Oui. On a une activité bénéfice qui s'appelle la soirée Désorientation, qui aura lieu le 14 avril, qui est une soirée très, très chic et très swell. Je vous invite à regarder le site du GRI pour ça. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, on a la chance d'avoir toutes sortes d'initiatives, des gens qui nous écrivent en disant « Ah, ben, tu sais, moi, j'ai organisé un véloton et j'ai récolté 500 $ et on voulait vous les remettre et tout ça. » Fait qu'il y a, tu sais, il y a des gens qui s'impliquent de cette façon-là et ça nous aide beaucoup. Alors, avec tous ces petits morceaux-là, on arrive à faire un casse-tête entier puis à boucler nos budgets, mais c'est sûr que c'est un travail constant. Le GRI, ça demeure une communauté quand même assez serrée, même s'il y a beaucoup d'intervenants, puis on les connaît pas tous. Puis à chaque fois que je fais une différente intervention, soit c'est quelqu'un de nouveau que j'ai pas encore rencontré, puis quand c'est quelqu'un que je connais déjà, c'est super le fun. Mais on a un groupe Facebook, des publications régulièrement, des événements réguliers aussi. On fait le défilé aussi à chaque année avec le GRI. Sinon, souvent, des trucs de Noël, des parties. Il y aura... si je me trompe pas, un comité à l'intérieur du GRI qui fait comme qui s'assure des RH un peu, si on veut, comme de toute la communauté, tout ça. Là. Fait que c'est le fun aussi parce que quand que tu fais partie du GRI, ben, c'est partie d'une famille. Puis jamais que je me suis sentie comme
pas inclus. Puis des fois, je vais à des événements, puis je me dis, je vais être seule, mais t'es pas tout seul. T'es avec tous ces gens-là qui te connaissent pas, mais qui veulent te connaître, puis qui veulent comme te prendre un peu sur ton aile. Puis moi, je suis une des plus jeunes, là, ou peut-être même là, vraiment, quand j'avais 18 ans, là, vraiment très plus jeune dans le gris, mais jamais senti que j'étais pas partie de cette grande famille-là, jamais, en fait. OK. Ça, c'est le fun à entendre. Oui. Je pense même s'il y en a qui veulent rejoindre vos rangs. Là, On les bienvenus. ça donne le goût. Moi, je suis comme, pourquoi j'habite au Saguenay? ça me tenterait. Sais-tu qu'il y a déjà eu un gris Saguenay? Il n'y a pas duré longtemps, par contre, mais il y a eu un gris Saguenay au début des années 2000. Puis il y a eu des tentatives d'en remettre sur pied. Mais c'est peut-être un appel. Si tu sens l'appel, c'est Robin. Ta chance. Oui, c'est ça. On est toujours prêt à accompagner la création de nouveaux gris. Puis, est-ce que vous aviez des moyens, justement, de vous parler le 14 avril? On avait le bal Swell, mais est-ce qu'on a d'autres choses qui s'en viennent, peut-être courant février, d'ici les prochains mois? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La fin de semaine prochaine, pas celle qui vient tout de suite, mais la première semaine de février, on a notre prochaine formation de bénévoles. Mais là, je pense que rendu si proche de la date, ça doit être pas mal complet. Mais donc ça, c'est vraiment un événement très, très important pour nous parce que ça veut dire que c'est la nouvelle cohorte qui va être formée. D'abord, c'est des moments, comme tu disais tout à l'heure, très intenses. Ça s'appelle la formation intensive, puis c'est pas pour rien. C'est émotionnellement très engageant, autant pour les personnes formatrices que pour les personnes participantes. Donc ça, c'est notre horizon de la semaine prochaine. Ce soir, pas plus tard que ce soir, on a notre partie de fin d'année avec les bénévoles. Alors ça, on a bien hâte de les retrouver parce qu'évidemment, la pandémie nous a mis un peu à l'écart, malheureusement. Donc, on avait moins d'activités qui nous permettaient de nous retrouver en famille, comme dit Sarah. Et puis, on est aussi sur les derniers milles de notre campagne de financement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, avec un objectif cette année-ci de 350 000 $. Et on n'est pas encore tout à fait à la moitié, puis il nous reste comme 6 semaines. Là. Donc, si on veut donner, on fait comment? Si nos auditeurs veulent donner, puis que moi je veux donner, comment on fait? Gris.ca, puis vous allez voir en haut à droite là, un joli petit bouton pour faire un don, puis évidemment, ce sera plus qu'apprécié. Parfait. Il n'y a pas de petits dons, tout est bienvenu. Oui. On a vraiment des dons de 20 $, de 10 $, puis c'est l'accumulation de ces dons-là aussi qui font la grosse différence. Évidemment, si les personnes peuvent donner plus, on le prend aussi, mais tout est bon à prendre. Super. Est-ce que, j'imagine que vous le savez, mais nous sommes le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Nous sommes au CNJ, le Comité national des jeunes. On représente les jeunes de 35 ans et moins de la fonction publique. Est-ce qu'il serait... Puis à chaque année, on organise ce qu'on appelle un réseau annuel. Alors, c'est les jeunes à travers la province qu'on convoque à Québec. Puis, on organise des interventions. Est-ce qu'il serait possible de communiquer... j'imagine qu'à Québec, on va communiquer avec Gris Québec, là, mais avec un Gris pour... justement, qui viennent faire une intervention, ou vous êtes vraiment dédié plus aux écoles, puis... Non, ce serait... Oui, avec grand plaisir. On fait des interventions dans les milieux syndicaux depuis longtemps, que ce soit des interventions, partage avec les personnes, donc de la même façon qu'on le fait dans les écoles, mais on fait aussi de la formation, de l'accompagnement. Fait que oui, on est très, très ouvert à ça. Ça fait bien que tu parles du syndicat. Puis là, je vois qu'on a le temps encore. Moi, j'amène une grosse question sur la table. Puis je plug en même temps qu'en tant que Comité national des jeunes, notre but, c'est beaucoup d'essayer de bouleverser, de changer les choses. Puis c'est d'apporter de la nouveauté aussi dans la structure syndicale qui, des fois, a besoin d'être un petit peu dépoussiérée sur certains points. Même si on l'adore, là, je n'ai aucune médisance. Mais évidemment, d'éduquer aussi. Puis moi, je suis en train de travailler sur une proposition conjointe, justement, pour essayer d'amener le syndicat à faire un peu pareil que certains syndicats qu'on peut voir qui sont déjà dotés de comités, qui sont dotés d'un certain cadre par rapport, entre autres, à la communauté LGBTQ+. Selon vous, c'est quoi les avantages pour une structure syndicale comme la nôtre, exemple, qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres, de se doter là, de politiques en lien avec la LGBTQ2+. Alors ça...
C'est super intéressant parce que moi, justement, là, je suis en train de prendre mon cours de relations de travail. Alors, on parle beaucoup de syndicats, puis on parle beaucoup aussi de la formation de syndicats, puis pourquoi adhérer, etc., etc. Puis, qu'est-ce que moi, j'aime dire, en fait, c'est plus que ton organisation, plus que la direction de ton organisation ressemble à ta province, ressemble aux gens que tu desserres, mieux que tu vas pouvoir mener à terme tes fonctions puis tes activités. En fait, si ton équipe, c'est seulement des hommes blancs, bien, c'est sûr que ça va être dirigé majoritairement ta com, ton marketing, etc., vers des hommes blancs parce que c'est ça que tu vas être capable de produire, de créer. Je n'ai pas des limites à la créativité des gens non plus, mais c'est naturel, je crois. Plus que tu es dans ton équipe entourée de diversité, puis ça, c'est des personnes de la communauté LGBT, mais c'est aussi des personnes de couleur, des personnes de religions différentes, qui pratiquent de différentes religions et tout. Bien, ça fait en sorte que tes idées, tes solutions, tes manières d'approcher les problèmes, bien, ils viennent de plein de façons différentes, puis peut-être qu'on peut attaquer les choses beaucoup plus efficacement, de manière beaucoup plus efficiente aussi. Et moi, je pense que ça, c'est super intéressant pour les organisations, puis c'est aussi d'ailleurs pourquoi les plus grandes multinationales du monde, ils font en ce moment, ils sont en train d'adhérer des comités comme ça à l'interne, qu'on appelle DD, développement durable, puis que ça vient un peu chercher toute la diversité et tout, parce que ça a été prouvé à être très, très, très efficace, positif comme impact. Là. C'est sûr que au bout, là, le but, c'est le profit, mais ça vient vraiment affecter le profit. Moi, je pense positivement parce qu'on vient chercher des solutions et des manières de faire différentes. Oui. Moi, ça serait ça que je Oui, tout à fait. Puis, effectivement, donc, ce qu'on appelle les groupes d'affinité, là, ça permet aussi, justement, aux personnes qui travaillent pour la fonction publique de dire « Ah, OK, donc ceci existe. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance simplement de notre existence à nous aussi. Et j'ai un endroit, un corridor dans lequel je peux rentrer pour aller poser des questions, mais aussi pour des activités sociales, hein, aussi simple que ça. C'est pas tout le monde qui a une vie en communauté LGBT, on va dire. Il y a plein de personnes qui sont issues de la diversité sexuelle, pluralité des genres, qui connaissent pas d'autres personnes comme elles. Puis d'avoir la possibilité d'en rencontrer dans le cadre du milieu de travail, de partager sur des questions de microagressions, par exemple, de ce qui est vécu, de savoir si c'est un milieu qui est ouvert au fait qu'on fasse un coming out en milieu de travail, parce qu'il y a quand même toujours une prise de risque, malgré tout. Hein. On ne sait jamais comment ça va être pris par notre environnement immédiat, par nos superviseurs, par nos gestionnaires. Donc ça, ce sont des messages, en fait, qui sont envoyés en disant, ben oui, c'est possible, on est un milieu ouvert, regarde, on a un groupe, le groupe fait des activités, il y a des gens qui vont aux activités, il y a des alliés qui se joignent aux activités aussi. Donc ça, ce sont des messages, en fait, de renforcement positif qui sont envoyés. Oui. Là, tantôt, vous avez dit que vous pouvez faire des interventions dans les syndicats, mais est-ce que vous en faites également dans les milieux de travail? Parce qu'on va se le dire, le gouvernement du Québec est, dans la province du Québec, le plus gros employeur. Alors, est-ce que vous pouvez faire des interventions, comme, admettons, moi, dès que j'ai commencé mon travail, dans mon environnement, j'ai tout de suite dit, en fait, que j'étais homosexuel, justement pour, je ne veux pas sélectionner ceux qui ont, tu sais, tu regardes la réaction du monde, puis je fais comme, OK, cette personne-là, j'irais peut-être pas. Mon ami. C'est ça. C'est correct. Mais c'est comme ça, moi, que je m'organisais pour voir avec qui je vais bien m'entendre, du moins. Alors, est-ce que si moi j'ai un conflit, je peux vous demander, et comment qu'on fait pour vous demander d'ailleurs de venir faire une intervention dans un milieu de travail, si vous faites ça dans un milieu de travail? Bien, nous, on est vraiment dans une perspective de prévention, hein, que ce soit de la façon dont on le fait dans les écoles, en éducation, en dialogue avec les jeunes, ou dans les milieux de travail, on va vraiment être plus dans la formation, dans l'accompagnement. On va pas faire de la gestion de conflits. Donc, si jamais ça a comme déjà dérapé, on sera peut-être pas la porte à laquelle il faudra aller frapper. Mais si c'est pour... moi, je suis CRHA, j'en fais des accompagnements pour des RH, des formations justement pour... voir comment ils peuvent favoriser l'inclusion de la diversité dans les milieux. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir d'accompagner le volet patron aussi, là, d'une certaine façon. Oui. Bien, moi, je pense que pour conclure, là, c'est ça, ce qu'il faudrait comprendre de tout ça, c'est que plus on va avoir une société inclusive,
plus les gens vont se sentir accueillis, vont se sentir acceptés, plus ils vont avoir la possibilité d'avoir une tribune aussi pour s'exprimer. Puis pour se sentir écouté. Donc, qu'on soit une organisation syndicale, qu'on soit une école, qu'on soit n'importe quel milieu de vie, je pense que c'est la base de toute chose. Si aujourd'hui, les gens qui nous ont écoutés, en tout cas, ont appris des choses et se remettent en question, je pense tant mieux. S'ils se rendent compte qu'il y était peut-être parfois tendance homophobe, ben tant mieux, parce que l'accepter, c'est vouloir changer, mettre des choses en place. Puis, on sait que personne n'est parfait. Absolument. Fait que je vous laisserai peut-être le petit mot de la fin. Mon Dieu, merci de nous avoir invités, premièrement. C'est vraiment un honneur. Puis on est super content de pouvoir parler du gris. Là. Le plus qu'on en parle, le mieux que c'est. Justement pour le financement, mais aussi pour tout ce qui est bénévole, puis attraction aussi des interventions par rapport aux écoles. Fait que si jamais ça vient un peu chercher n'importe qui a le goût d'avoir une intervention, ben communiquer avec Marie. Elle va pouvoir faire ça. Ça va nous faire plaisir. Ben oui, effectivement, merci de l'invitation. C'était vraiment agréable de passer ce temps avec vous. Vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein, premièrement, vous n'étiez pas obligeant, vous n'avez pas tordu un bras non plus. Mais merci d'être venu. Super, merci. Merci vraiment. Merci pour de belles présences. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on s'écoute une prochaine fois sur les ondes de Vers l'avenir, le balado du CNJ. Merci. Merci.